en partie, puisqu'on ne va pas oublier les actualités nationales. Notre invité est à l'aise sur ces deux registres parce qu'il est professeur d'histoire moderne et contemporaine à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et ancien ministre de l'Éducation nationale. Khalidou Diallo, bonjour. Bonjour Omar. Merci donc d'être avec nous. Vous êtes spécialiste, on peut dire, du conflit israélo-palestinien parce que vous avez un cours même de Master 2 sur le conflit arabe des origines à nos jours. Alors, aidez-nous un peu à comprendre le fond du problème dans cette guerre. C'est quoi exactement? Pourquoi ces deux peuples palestiniens et israéliens ne se parlent pas, ont cette sorte de haine réciproque? Merci Omar. Je pense qu'il faut aller très loin pour comprendre l'histoire de cette partie du Moyen-Orient. Il faut même se référer à la Bible, au Coran et à la Torah pour comprendre. Et si on prend les temps bibliques, depuis Abraham, avec sa descendance, on se rend compte que le temps où les Juifs ont quitté cette partie pour aller se réfugier en Égypte, où Moïse, les a ramenés après l'Exode, et d'ailleurs c'est pendant les 40 jours de retour de Moïse qu'il y a eu les 10 commandements avec la Torah. Et après Moïse, bien sûr, il y a le temps de David, le temps des royaumes, bien sûr avec son fils Salomon, qui a créé 2 royaumes au Moyen-Orient. C'est le royaume d'Israël, le nom d'Israël va prendre ce royaume, oui, et le royaume de Juda. Et bien sûr, après, cette partie va être occupée par plusieurs générations, parce qu'il y a eu d'abord, bien sûr, il y a eu les Perses, il y a eu les Romains, il y a eu Babylone. Bien ensuite, il y a eu, bien sûr, lorsque l'islam est arrivé, le monde arabe, à partir de l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et surtout avec l'Empire ottoman. Pendant 400 ans, les Ottomans, en tant qu'État, ont occupé cette partie du monde. Et au début du XXe siècle, surtout avec la Première Guerre mondiale, alors l'Empire ottoman, l'Italie et l'Allemagne étant les pays des Axes, ils ont fait face aux Alliés. Et avec la défaite de l'Allemagne et des pays de l'Axe, et bien sûr les possessions de l'Empire ottoman ont été divisées. Et c'est à ce niveau qu'il y a eu partage. Et avec ce partage, la France a pris par exemple le Liban, la Syrie, la Grande-Bretagne a pris la Palestine. Et il faut rappeler d'abord que les Israéliens, avec leur dispersion dans le monde, oui, à partir du début, la fin du 19e siècle, eh bien, le sentiment national des Juifs et le fait de rechercher un lieu où habiter était devenu une sorte d'obsession. Et eux, pour les Israéliens, leur terre d'origine, oui, la terre biblique, la terre promise. La terre promise, c'est justement la Palestine. Oui, vous avez parlé de la Première Guerre mondiale comme repère dans ce retour des Juifs en terre palestinienne. Comment cette guerre, justement, dans le détail, expliquez-nous un peu, a favorisé ce processus-là? Justement parce que Herzl, qui est le grand théoricien de ce mouvement, a créé le mouvement juif et a justement créé des institutions même juives qui ont organisé progressivement le retour. C'est ce qu'on appelle le sionisme. Oui, le sionisme. Il y a même des institutions d'achat de terre. Ils achetaient des terres. Et parfois, ils allaient comme immigrés. Donc, c'était une sorte d'organisation. Mais avec la Première Guerre mondiale, que s'est-il passé? Alors, avec la déclaration de Balfour d'abord, avant la déclaration de Balfour, c'est en 1916 que la France, la Russie et la Grande-Bretagne, avec les accords de Sykes-Picot,
qui ont décidé secrètement de partager cette partie du monde après la guerre. Mais entre-temps, en 1917, là, il y a eu la révolution en Union soviétique, donc la Russie est sortie. C'est pourquoi c'est la France et la Grande-Bretagne. Dans le cadre de la Société des Nations, chacun devait avoir un mandat. Donc la Grande-Bretagne a eu un mandat sur la Palestine. Et sur ce mandat sur la Palestine, il y a la déclaration de Balfour. Et cette déclaration est très claire parce qu'elle favorise le retour des Juifs en Palestine. Et la Grande-Bretagne a le mandat d'être en Palestine et rester en Palestine de 1918 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pendant tout ce temps que la Grande-Bretagne est restée justement en Palestine qu'il a favorisé le retour des Juifs qui ont pris le temps de s'organiser, de créer une armée, de créer des agences juives, donc de s'organiser économiquement et financièrement et avec le lobbying au niveau international. Donc, vous voyez, en 1917, si on regarde le rapport des populations, il y avait un juif pour 7 arabes. Donc, vous voyez, le rapport de la population était en faveur des Palestiniens. Et bien sûr, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le problème va se poser parce que d'abord, c'est vrai que pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs sont alignés sur les Alliés. Bien, les Arabes étaient tellement frustrés et étaient tellement martyrisés par la Grande-Bretagne, ils ont fait alliance avec le diable. C'est-à-dire, eh bien, Hassan, qui représentait les Arabes, est parti en Allemagne, il s'est arrivé avec les Allemands, etc. Et bien sûr, la défaite de l'Allemagne va avoir des conférences sur la Palestine. Hassan, vous parlez de Hassan Père, voilà. Le père de l'actuel... Voilà. Donc, finalement, à la fin de la guerre, avec les Israéliens qui eux-mêmes combattaient la Grande-Bretagne, parce qu'ils voulaient que la Grande-Bretagne quitte la Palestine pour que ça, ils proclament leur indépendance, et bien il y a une sorte de guérilla contre la Grande-Bretagne. Oui. Le conflit était tellement dur que finalement, cette question a été portée aux Nations Unies. D'accord. Qui ont été créées à la fin de la guerre. Donc la question palestinienne aux Nations Unies, très bien. Finalement, les Nations Unies ont pris une décision. Oui, ça, on va y revenir, mais ce retour progressif-là du peuple juif en terre palestinienne n'a pas été sans conséquence. On a vu que, par exemple, il a créé une sorte de révolte arabe qui dépassait même le peuple palestinien, n'est-ce pas? Oui, mais je dis que la révolte arabe durant cette période de 1918-1936 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas une révolte organisée comme actuellement. Il n'y avait pas une guérilla comme avec les Juifs, parce que ce qui s'est passé que, en fait, il y avait des ambitions des autres pays pour la Palestine. Par exemple, l'Arabie saoudite a toujours rêvé d'aller de l'Arabie saoudite, la mer Rouge, jusqu'à la Méditerranée. Donc ça a été toujours l'ambition de l'Arabie saoudite. Et nous verrons plus loin la Cisjordanie, qui va être créée d'ailleurs à partir du prince qui était de Syrie, que la France a chassé. Eh bien, la Cisjordanie également va avoir des ambitions sur la Palestine. L'Égypte va avoir des ambitions sur la Palestine. C'est pourquoi nous allons voir plus tard. En fait, ce sont les pays arabes eux-mêmes qui vont vouloir se partager la Palestine. Et au lieu que les populations palestiniennes eux-mêmes cherchent à avoir une autonomie. Parce que le nationalisme palestinien, le nationalisme arabe en Palestine va se réveiller plus tard avec les Yasser Arafat en 1964. Oui. Finalement, donc, ce peuple arabe-là a une responsabilité entière sur ce qui arrive aujourd'hui, la situation actuelle, en voulant peut-être chacun, ou en affichant chacun ses ambitions. Oui, justement, nous allons le voir après justement la décision de l'ONU. Oui. Lorsque les Nations Unies ont pris en main la question, eh bien, les Nations Unies ont décidé de partager la Palestine en 3 parties. C'est vrai que la population juive avait augmenté largement, parce que de 84 000 en 1918, cette population était de 558 000 en 1947. La population arabe était à peu près de moins 1 million.
Donc vous voyez, on est passé de 1,7 à 1,2. Mais dans le partage de la Palestine, encore, les Nations Unies ont donné 57% du territoire à Israël. 57%. Oui, 57% à Israël. Alors, ils ont donné 42% aux Palestiniens et 1% réservé à Jérusalem qui prend un statut de ville internationale. C'est ça. Parce que Jérusalem, il y a là-bas, bien sûr, les temples de 3 religions, musulmanes, chrétiennes et juifs. Israël a accepté le partage tout de suite. Les Arabes ont rejeté. Et dès le 14 mai 1948, Israël a proclamé son indépendance. Et dès qu'Israël a proclamé son indépendance, les pays arabes qui avaient des ambitions sur la Palestine, simultanément ont attaqué Israël. À savoir, bien sûr, l'Égypte, la Jordanie principalement. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces batailles qui se sont succédées, avec l'appui bien sûr des Européens, avec l'appui des Américains, il y a une défaite arabe. Et ce qui a amené une fuite massive des habitants de Palestine qui ont quitté la Palestine. Et naturellement permis à l'Israël de gagner en... Oui, ils ont permis à Israël non seulement d'abord l'Israël a maîtrisé la part qu'il avait et a permis à Israël progressivement de grignoter sur les autres. Mais surtout Israël a gagné en terre avec la grève, plutôt avec la guerre de 6 jours de 1967. Mais Israël a attaqué simultanément tous ces pays-là. Et Israël a repris le Sinaï égyptien. Israël s'est emparé du Golan syrien. Et Israël a pris toute la Cisjordanie. Très bien. Donc, Israël a repris l'ensemble des terres qui étaient réservées aux Palestiniens lors du partage. Et bien sûr, c'est la résolution 242 des Nations Unies demande toujours à Israël de se retirer et de respecter les frontières tracées. Ce que justement Israël ne fait toujours pas. Je veux dire, ici, d'après vos explications, on a une idée claire du problème. Mais si on se fie à ce partage dont vous parliez, on a dès le départ comme l'impression que la responsabilité de la communauté internationale était entière dans cette histoire, mais ce n'est pas tout à fait le cas parce que vous avez évoqué en filigrane aussi celle du peuple arabe dans cette histoire-là. Oui, je veux dire que la responsabilité, dans un premier temps, vous savez que la lutte ne se fait jamais par procuration. Absolument. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé du peuple palestinien en lutte. Jusqu'à présent, cette lutte a été faite à travers les pays arabes qui eux-mêmes avaient des ambitions sur la Palestine. C'est à quoi je parle de leur responsabilité. Voilà. Donc, bien sûr, il y a une responsabilité du peuple, mais aussi il y a une complicité, une responsabilité, parce que quoi qu'on dise l'État d'Israël, c'est un État occidental, créé par l'Occident, par l'Occident, avec des valeurs de démocratie occidentale, mais également avec l'appui des Occidentaux. Et n'oubliez pas que déjà, au début du XXe siècle, il y avait 3 millions de Juifs aux États-Unis, organisés pour Israël, sans compter également, disons, l'Organisation mondiale des Juifs, qui non seulement ont des moyens financiers énormes, mais également ont des réseaux extraordinaires au niveau de l'ensemble des nations, surtout ceux qui sont au niveau du Conseil de sécurité. Mais disons que Israël en tant que tel, qui a subi l'Holocauste, qui a subi ce qu'il a subi dans l'histoire avec Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale, et n'a pas tiré les leçons de cela, mais lui aussi est en train de transformer le peuple arabe en peuple martyr. C'est-à-dire ce qu'Israël avait subi, il est en train de faire subir au peuple arabe en Palestine. Il faut noter qu'à partir de 1964, l'OLP a été créé, mais c'est surtout à partir de 1968 que Yasser Arafat a pris en main
l'OLP, avec la charte de l'OLP, et nous allons voir quelles sont les conséquences de ça, indique précisément que l'objectif de l'OLP, c'est de détruire Israël. Donc, aucune reconnaissance d'Israël. Objectif irréaliste au départ. Oui, mais ça peut être réaliste au départ, mais c'est maintenant que ça semble irréaliste, avec l'appui, bien sûr, des autres. Il faut également noter tout de même que l'Égypte va faire une attaque surprise contre l'armée israélienne en 1973, et c'est le Yom Kippour, où bien sûr l'Égypte va surprendre Israël, et avec Anwar el-Sadat, et qui va avoir une victoire éclatante contre Israël. Et depuis lors, l'Égypte est devenue un partenaire incontournable, et Israël a été obligé de tenir compte de la force de l'Égypte dans ce conflit, de même que les Américains. Il faut noter également que lorsque Israël a occupé le Sinaï étant à l'époque considéré comme faisant partie de l'Égypte, qui est un pays africain, l'ensemble des pays de l'Union africaine, l'ensemble des pays membres de l'Union africaine ont rompu des relations diplomatiques avec Israël. Ouais. Parce qu'ils considèrent qu'Israël a occupé un pays africain, à savoir le Sinaï. Alors donc, c'est à partir de Yom Kippour en 1973 que l'Égypte est arrivée à récupérer le Sinaï, donc à chasser Israël de cette partie du monde. Et finalement, il y avait des négociations entre Israël et l'Égypte, des négociations entre Israël et la Syrie qui occupe le Liban, qui occupe le Golan, mais également la donne du Liban va intervenir, parce qu'à partir de 1970, de 64 à 68 à 70, les Israéliens, les Palestiniens vont former une armée de résistance en optant la lutte, mais ils étaient obligés d'être ailleurs. Ils n'étaient pas chez eux. Ils sont donc été en Cisjordanie, ensuite ils ont été au Liban, mais partout ils ont été massacrés. Absolument. Et finalement, d'ailleurs, Yasser Arafat a été obligé de quitter pour aller à Alger, etc. D'accord. Donc c'est ça, vous avez l'histoire de Septembre Noir, etc. C'est pourquoi le Liban, à un moment donné, il aussi, avec les Hezbollah, avec Chatla et Zabra, alors en 1982, donc il y a eu des massacres des Palestiniens au Liban, etc. Donc tout ça fait que finalement les Palestiniens ne pouvaient pas non seulement se révolter chez eux, mais ils étaient obligés d'aller dans des pays arabes voisins qui eux-mêmes leur posaient des problèmes. Absolument. C'est pourquoi les choses vont changer profondément à partir du moment où l'OLP va s'organiser de plus en plus, et dès 1974, les Nations Unies vont considérer que l'OLP, c'est le seul représentant légitime du peuple palestinien. Et le Sénégal va représenter les intérêts de l'OLP en Palestine. C'est pour ça, d'ailleurs, nous allons le voir un peu plus tard. Le Sénégal peut jouer un rôle très important. Parce que c'est un des rares pays qui non seulement a reconnu les deux pays, les ambassades des deux pays, mais qui peut parler avec les deux pays. Absolument. Alors, on a assisté donc à une sorte d'occupation de la Palestine, malgré la série de résolutions, malgré la naissance de l'OLP dont vous parliez tout à l'heure, malgré les dialogues qui se sont succédés. Mais tout cela pour rien, parce que finalement, on a vu que, ou certains observateurs donc, le laissent croire, il y a une sorte de guerre sans fin. On parle même de silence coupable de la communauté internationale. Non, ça a servi à quelque chose. D'abord, ce n'est pas seulement la Palestine, bien sûr, ce n'est pas seulement bien l'OLP, parce que l'OLP est organisé avec plusieurs sous-organisations, mais avec l'évolution, alors que l'OLP c'était une organisation tout à fait démocratique, bien organisée, avec comme idéologie, bien sûr, la social-démocratie, mais également le nationalisme, l'antisémisme, eh bien, d'autres organisations vont naître. D'abord, le djihad islamique, au début des années 70, avec une idéologie islamique radicale et révolutionnaire. Et à partir de 1987, le Hamas va être né avec le contexte de l'islamisation, avec le contexte de l'utilisation de l'islam comme idéologie, avec comme idéologie, bien sûr, l'islam, mais également le fait de le nationalisme arabe, mais surtout l'antisémisme et d'avoir pour objectif la destruction d'Israël.
Alors, tous ces mouvements, finalement, vont permettre aux Arabes, parce qu'il y a des Arabes en Israël, les Arabes, ils vont permettre aux Arabes, disons, à ce mouvement, d'avoir une résistance populaire, c'est-à-dire de résistance par des groupes dispersés. On va avoir une résistance, une révolte populaire. Et cette révolte populaire a commencé en 1988, 87-88, avec le premier intifada. La première intifada, c'est-à-dire des pierres. Et cette première intifada va finalement s'arrêter en 1993, avec bien sûr les accords d'Oslo. Et en 1994, Rabin, Pérez et Yasser Arafat vont avoir le prix Nobel de la paix. Et bien sûr, Yasser Arafat va reconnaître officiellement l'État israélien. Et en retour également, Israël et la communauté internationale vont dire que la Palestine a droit à une terre et a droit à un gouvernement. Mais jusqu'ici, ils ne reconnaissent pas l'État. Et ça, le peuple israélien, l'État palestinien. Non, ils reconnaissent l'autorité israélienne. L'autorité palestinienne. Oui. On va venir. Parce qu'ils ne reconnaissent pas l'État, parce qu'ils contrôlent les terres. Mais l'autorité palestinienne a été reconnue. Et cette autorité palestinienne, avec en 1996 les élections pour l'autorité palestinienne, où Yasser Arafat a été élu président de l'autorité palestinienne. Ensuite, bien sûr, il va avoir un premier ministre, Mohamed Abbas. Mais Yasser Arafat est mort en 2004. Après la mort de Yasser Arafat, il y a eu de nouvelles élections en 2005 où Mohamed Abbas a été élu président de l'autorité palestinienne. Mais bien sûr, ils ont dit qu'il faut des élections démocratiques, les Occidentaux d'ailleurs. Il faut des élections démocratiques en Palestine, où il y avait plusieurs. Il y avait le Fatah, le LP, il y avait le Hamas, il y avait le djihad islamique. Ils ont organisé ces élections en 2006. Le Hamas les a remportées à 48,3%, tandis que l'autorité palestinienne n'avait que 43%. Le résultat des courses, c'est que la communauté internationale et Mohamed Abbas n'ont pas reconnu ces élections. Et finalement, il y a eu le gouvernement d'union qui avait été créé avec le premier ministre du Hamas. Eh bien, Mohamed Abbas l'a destitué. Il a destitué le premier ministre Abbas pour créer lui-même son propre gouvernement, ce que le Hamas a contesté. Et cette guerre entre les deux frères a commencé. Et en 2007, le Hamas a chassé, a chassé Mohamed Abbas et le Fatah de Gaza. Si vous regardez bien, entre Gaza et la Cisjordanie, où il y a Mohamed Abbas, mais il y a un vide, il y a un territoire occupé par Israël. Okay. Ce n'est pas un pays qui est uni. Donc, le Hamas occupe la bande de Gaza, et vous traversez un territoire plus vaste que la Gambie, beaucoup plus grand que la Gambie, pour aller en Cisjordanie, là encore où, à l'intérieur, il y a des poches. Finalement, donc, au-delà de ce problème lié au territoire, il y a une division interne. Voilà, il n'y a pas un territoire contre la Palestine. Et d'ailleurs, ce qui a été à l'origine de la seconde intifada. La seconde intifada, c'était en 2000. Lorsque Ariel Sharon, en tant qu'opposant, mais chef de Likoud, a voulu visiter l'escalade de la mosquée. Et là où il y a la mosquée historique et sur le mont. Et là, il y a une révolte, il y a eu des jets de pierre. Et cette guerre, encore, cette deuxième intifada s'est poursuivie pratiquement. Et il y a eu plusieurs opérations, si vous regardez bien. Il y a eu l'opération Rempart en 2001, l'opération Arc-en-Ciel en 2004, l'opération Pluie d'été en 2006, Plombe d'Ursian avec 1300 morts en 2008. Il y a eu l'opération Pilier de défense en 2012 et aujourd'hui l'opération Bordure protectrice. Toutes ces opérations avaient pour objectif de détruire des tunnels, de détruire des infrastructures, avec des milliers de morts, mais il n'y a pas de résultat. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que le peuple palestinien est désormais déterminé à se battre
et que l'Israël ne peut pas avoir de sécurité avec ses armes, ni avec le soutien international. Oui, mais comment se battre justement si on n'a pas d'État? Parce que la réalité aussi c'est cela. Il n'y a pas d'État palestinien aujourd'hui. Parce qu'on a parlé d'une autorité. Le droit enseigne que pour être un État, il faut un territoire d'abord, une autorité et un peuple. Mais ici, on a une autorité palestinienne, on n'a pas de territoire, et évidemment, on a le peuple. L'État n'existe pas, l'État palestinien. Je veux dire que la Palestine en tant que... Quand un pays a un président, oui, a des institutions, a une police, a une armée, mais il a un territoire qu'il ne maîtrise pas, qu'on peut à tout moment prendre, mais qui est responsable? C'est celui qui agresse ou c'est celui qui a agressé? Mais je pense que la question de fond, c'est que les Nations Unies ont décidé que le territoire israélien, c'est celui qu'il occupait en 1947. Mais Israël, en 1967, il a profité de ça. Et non seulement il a conquis les hôtels, mais il a même conquis la ville internationale d'Israël, de Jérusalem, qu'il a presque transformée en capitale. Et donc, vous voyez, non seulement Jérusalem, qui abrite les trois religions révélées, est actuellement sous le contrôle israélien, mais bien sûr, il y a Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Jérusalem-Est, théoriquement, c'est la Palestine. Donc la Palestine a bel et bien un territoire, mais un territoire qu'il ne maîtrise pas. En tout cas, qu'il n'a pas encore. Gaza aussi, c'est un territoire avec une autorité qui existe. Et c'est pourquoi Israël est actuellement avec l'opération Bordure protectrice. Mais ils sont en territoire, ils sont dans la bande de Gaza. Et bien sûr, ils sont en train de détruire. Mais c'est une colonisation. C'est une agression. Est-ce que l'erreur de la Palestine et du peuple arabe n'a pas été de refuser le partage qui a été fait au départ, les 47% dont vous parliez du territoire? Oui, tu sais qu'en histoire, il est difficile de parler de si, en histoire, on ne fait pas ça. Dans le contexte de l'époque, je vous ai expliqué que non seulement le peuple palestinien en tant que tel n'avait pas de porte-parole, il n'y avait pas d'organisation, c'était les pays arabes qui avaient même des ambitions sur ça. C'était eux qui représentaient le peuple arabe. Et à l'époque, bien sûr, ils pensaient qu'avec un État qui vient d'être né, c'était pas possible, mais ils ne savaient pas que derrière Israël, il y avait bien sûr les pays occidentaux. Et bien sûr, si aujourd'hui ils réclament d'avoir le partage de 1947, c'est parce qu'ils ont regretté. Absolument. Hein? Et je veux dire que, mais actuellement, avec la situation actuelle, avec le réveil du peuple palestinien en tant que tel, même si la communauté arabe était unie sur cette question, il n'y aurait pas cette situation. Mais c'est compliqué parce que, aussi, aujourd'hui, ceux qui dirigent le mouvement arabe, ceux qui dirigent le mouvement de résistance arabe, ils ont des idéologies et des orientations que le monde moderne trouve inacceptables. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que là où la Palestine, à travers l'OLP, était dans un mouvement tout à fait démocratique, reconnu et républicain, que le monde occidental trouve acceptable, et que ce monde occidental avait permis, mais c'est que cette autorité palestinienne, cette OLP aujourd'hui, aux yeux des peuples palestiniens, eh bien, est considéré comme n'étant plus représentatif. Absolument. Aux yeux des peuples palestiniens aujourd'hui, celui qui est représentatif du peuple palestinien, c'est celui qui se passe avec le Hamas. Et c'est ça le danger. On risque de recommencer à zéro. Or, le Hamas est considéré comme pays terroriste par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, par l'Union européenne, par le Canada, etc. Donc, des partenaires avec qui on ne peut pas parler. Donc, c'est là où se trouve l'impasse. Israël aussi, l'impasse d'Israël, c'est que bien qu'en Israël, il y a eu quand même de grands premiers ministres comme Rabin, qu'on a assassiné, qui a été en train de faire des avancées, et même Pérez, de même qu'Oubarak. Mais le peuple israélien de plus en plus met en avant l'extrême droite, le Likoud, qui de plus en plus, bien sûr, a également une idéologie tout à fait droitière, radicale, et qui également considère que l'ensemble de la Palestine biblique et historique appartient à Israël. Absolument. Et c'est ça.
Et tant que cette situation est là aussi, Israël n'aura jamais de sécurité. Absolument. Situation donc très difficile et très complexe. On se pose encore la question de savoir comment résoudre cet éternel conflit. Vous avez parlé tout à l'heure de la place et du rôle que le Sénégal pourrait jouer, compte tenu de sa posture avec les deux pays. Donc la reconnaissance de la Palestine, ce mouvement qu'il dirige depuis 1975, et aussi sa position vis-à-vis de l'État israélien. Comment vous imaginez un peu ce rôle, vous? Moi, je pense que le Sénégal a bien les possibilités. Et je me rappelle bien, le président Wade avait rencontré la même soirée aux Nations Unies Israël, les Palestiniens et le mouvement juif mondial. J'ai participé également moi-même à l'UNESCO en 2009, je pense, 2010, avec l'initiative du dialogue, pas seulement interreligieux, entre chrétiens, juifs et musulmans, à une initiative. Donc le Sénégal étant un peu ayant des relations très bonnes d'ailleurs avec Israël, et également des relations très bonnes avec la Palestine, je pense au moins à la possibilité de parler avec les autres. Et je pense que le président Macky Sall, avec l'envergure diplomatique qu'il a commencé à avoir, et je pense que le dernier livre publié récemment avec Mankeur Ndiaye sur la diplomatie sénégalaise montre bien que cette envergure permet au Sénégal, surtout que le président également dirige l'OCI, de pouvoir prendre des initiatives. Et à ce niveau, on ne sera recusé ni la Palestine, ni par Israël. C'est compliqué, mais je pense qu'il faut oser. Oui, c'est possible. Voilà, je crois que c'est en tout cas tout ce qu'on pouvait dire sur cette guerre, compte tenu du facteur temps aussi. On ne peut pas, c'est vrai, éplucher, évacuer toute la question parce que c'est une situation très complexe. En tout cas, on a eu des éléments d'histoire très intéressants. Alors, on quitte ce registre pour venir parler du Sénégal. Et là, vous allez parler peut-être en qualité d'ancien ministre de l'Éducation. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez, quel est le regard que vous portez avec le recul sur le système éducatif sénégalais? Je vous remercie beaucoup. Enfin, je considère que, en tout cas, comparé aux autres pays africains ou bien aux autres pays de la conférence des ministres de l'éducation des pays francophones, le Sénégal est dans une excellente position. Et si vous regardez, nous sommes bien représentés dans toutes les institutions. Donc, de ce point de vue, c'est très intéressant. Je pense également que, du point de vue de la stabilité, lorsque j'ai quitté le ministère, il y avait une grève de 5 mois, avec bien sûr la grève de l'enseignement moyen secondaire. Ces grèves sont poursuivies, mais je pense que cette année, il y a une amélioration. Mais du point de vue résultat, je pense que le concours général de 2011, avec 121 prix, et c'est le meilleur résultat depuis 1960, on ne l'a pas encore eu. Donc ça veut dire que c'était quand même important. Et je considère qu'en 2009, les élèves du Sénégal, du primaire, avaient pris le premier prix de l'ensemble des pays francophones en dictée et rédaction au Canada. En 2011, on était encore premier. Donc, du point de vue de l'enseignement élémentaire également, on avait un bon niveau. Mais du point de vue, ça c'est des résultats, mais du point de vue de la stabilité, vous-même vous reconnaissez que quand même, il y a une évolution par rapport à ce qui se passait. Sous votre magistère, par exemple, les crises étaient... Non, sous mon magistère, il y avait une stabilité jusqu'à l'année électorale. C'est avec l'année électorale qu'il y a eu une détérioration. Mais de 2008 jusqu'à décembre 2012, plutôt jusqu'à décembre 2011, je peux dire qu'il y avait des conflits, mais on les avait gérés et ça avait permis au système de partir. Bien sûr, depuis le nouveau pouvoir, on peut constater qu'il y a des difficultés, mais qu'il y a une reprise, en tout cas au niveau de l'enseignement moyen et primaire.
Mais au niveau de l'enseignement supérieur, il y a une détérioration beaucoup plus grave que par rapport à avant. Donc on peut dire que l'année électorale 2012 a été un facteur dans l'évolution des choses, dans ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais l'année électorale 2012, c'est dans l'ensemble des secteurs. Je pense que les syndicats n'ont fait qu'accompagner le mouvement du 23 juin. Et puis voilà, mais si on fait le point... Quelle était en fait votre responsabilité, vous, en tant que ministre de tutelle de l'époque? Non, au contraire, moi je considère que d'abord les syndicats peuvent même faire la comparaison du point de vue de l'amélioration de leurs conditions de vie par rapport à leur salaire, du point de vue de leur formation par rapport à l'amélioration du système. Vous voyez, toutes les grandes revendications, par exemple, quoi qu'on dise, j'ai mis fin, c'est moi qui ai mis fin au quota sécuritaire, c'est moi qui ai relevé le niveau de recrutement au niveau du baccalauréat. C'est moi également qui ai diversifié les disciplines pour ce concours. Et c'est moi qui ai créé le CFPRE. Ça ne les a pas empêchés de précipiter votre départ. Non, c'est pas mon départ, c'est le gouvernement. C'est un gouvernement qui est parti. Je veux dire que c'est un gouvernement qui est parti. Et donc, ça fait normal. Mais je veux dire, du point de vue éducation, du point de vue du bilan de l'éducation au Sénégal, de 2012, de 2000 à 2012, de toute façon, le gouvernement actuel a fait le bilan du PDF. Il a fait le bilan du PDF et c'est nous-mêmes qui avions fait le bilan du PDF. Et nous avions même décidé de l'appeler le PDF 2. Finalement, on l'a appelé le paquet. Absolument. Mais c'est la même chose. Donc il y a une continuité par rapport à ça. Donc le bilan du PDF montre que le taux de scolarisation au Sénégal est passé de 68% à 95%. Oui, mais il y a un autre problème quand même. Monsieur le ministre, j'en viens. Il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, une déstructuration du système éducatif. La preuve par cet audit, par exemple, qui a été commandité par le gouvernement du Sénégal et qui a révélé beaucoup de cas de recrutement d'enseignants fictifs, des gens qui n'étaient enseignants que de nom. Où ça c'est actuellement? L'audit l'a révélé. Beaucoup d'agents de l'État, en tout cas fictifs, sont des enseignants. Non. Je pense que d'abord, l'audit a été fait par Souran, par moi-même, au niveau de l'éducation nationale. Je n'ai pas entendu d'enseignants fictifs. Il n'y en a pas un seul. Ah oui? Oui, il n'y en a pas. Ils ont dit au contraire que j'ai recruté beaucoup d'enseignants. Oui, mais comment c'est ça le problème. J'ai recruté beaucoup d'enseignants. Comment? C'est nous qui avons. Je t'explique encore. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle le quota sécuritaire. On pouvait recruter. C'est moi qui ai instauré le concours obligatoire. On ne peut plus être enseignant si on ne passe pas le concours. On ne peut pas être enseignant si on ne fait pas une formation d'un an. On ne peut pas être enseignant si on ne réussit pas pour ce résultat. D'ailleurs, ça m'étonne un peu qu'avec la décision du ministre d'hier, de dire qu'il a fait une enquête à partir de certains établissements qui lui ont écrit pour dire qu'il y a des enseignants qui ne savent même pas écrire. Là, vous évoquez l'histoire de la fraude là, dans l'école. Or, quand même, parce que c'est lui qui a mis en œuvre la décision de ne participer à ce concours que si on a le baccalauréat. Donc c'est le baccalauréat qu'il faut remettre en cause. Parce qu'un enseignant qui a le bac, qui fait le concours, on ne peut pas dire qu'il ne sait pas écrire. Donc il y a problème. Si c'était des bacheliers qui ont fait le concours, même si on a fraudé pour le concours, mais ces bacheliers savent comme lire et écrire. Ça, c'est le principe du moins. Voilà. On ne sait pas si... Voilà, c'est ça, j'ai dit. Donc c'est là qu'il faut aller au fond. En tout cas, c'est un problème. C'est une histoire qui révèle 490 élèves maîtres exclus. Non, c'est 690. 600, voilà. 690 élèves exclus pour fraude. Oui. Bon, je ne maîtrise pas les données. Mais en tout cas, moi, je pense que le ministre a bien fait d'aller vite, parce qu'on m'a appelé même coupeur de tête, tellement j'étais rigoureux sur ces questions. Je pense que sur le principe, il faut aller directement. Mais je pense qu'il y a un petit mais, parce que le directeur des examens a été relevé, du concours, parce que c'est lui qui est le président du jury. Le directeur de la formation et de la communication également a été relevé. Oui. Mais lorsque j'ai quitté
le directeur de la formation et de la communication n'avait rien à voir avec le concours. C'est le directeur des ressources humaines. Son départ est lié à cette histoire, c'est ce que vous voulez dire? Oui, j'ai été relevé. Ce sont des agents relevés. C'est la direction des ressources humaines qui est le président de la commission pour les examens. Qui est responsable de cette histoire? Oui. J'ai dit que dans le principe, c'est le président des examens et concours. La direction des ressources humaines, c'est elle qui organise les examens. La direction de la réforme de la commission, en principe, n'a rien à voir. Mais bien sûr, je ne sais pas si individuellement, il y a eu des choses. En tout état de cause, je pense que en parlant du niveau de bac exigé pour ce concours-là, vous dites quoi finalement que non, ça je dis que le ministre a dit dans sa communication qu'il a fait une enquête à partir de correspondances de certains CRFPE qui ont fait des rapports pour dire que parmi leurs stagiaires, il y en a qui ne savent pas rédiger, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas faire des choses. Je dis que ça va être Ça vous paraît paradoxal? Paradoxal. Parce que même qui a signé l'arrêté pour dire qu'au Sénégal, personne ne peut être enseignant s'il n'a pas fait le concours, s'il n'a pas le bac. Et il a mis ça en œuvre. Donc il n'y avait que des bacheliers qui ont fait le concours. Mais même si on a manœuvré, même s'il y a eu fraude, mais quand même c'est des bacheliers qui sont dans les CRFPE. Donc ces bacheliers savent lire et écrire. C'est pourquoi j'ai dit que s'il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire, c'est le bac là qu'il faut remettre en cause. Et non le concours. Et non le concours. D'accord. Alors, on va passer à l'actualité politique, parce que là, vous étiez également politique, vous l'êtes toujours, parce que vous êtes président d'une structure qui s'appelle Alliance pour l'émergence et le développement. Alliance de leadership pour leadership et le développement. Structure créée, bien sûr, au lendemain de votre départ du PDS, un départ qui a d'ailleurs surpris plus d'un, compte tenu de l'implication qu'il y avait à votre niveau au sein de cette formation politique. Oui. C'est vrai que mes relations avec le président Wade, vraiment c'était des relations de confiance. Et il a eu confiance en moi, il m'a nommé ministre. Et également, il a eu confiance en moi, aussi bien au plan politique, c'est là beaucoup de choses. Et il a fait des choses pour moi, très importantes. Également, Mme Wade me considère pratiquement comme son fils. J'ai beaucoup aidé, j'ai beaucoup travaillé avec Karim dans la génération du concret. Et je l'assume. Oui. Et je pense que à la fin, lorsqu'il y a eu la victoire du président Macky Sall, moi, s'il m'avait suivi, je pense qu'on ne parlait pas de ça. Non seulement, il a toujours dit que lui, il a créé la génération du concret pour ne pas dépendre du PDS, du parti de son père, parce que c'est son bébé. Il faut partir de ça pour créer sa propre organisation. On était sur cette lignée. Mais je n'ai pas été suivi dans mes conseils. Maintenant, à ce qui concerne bien sûr mon départ du PDS, je l'ai écrit et je l'ai dit partout. Je pense qu'il y avait donné un certain nombre de raisons. La première raison, je l'ai dit, que j'ai perdu mon fils. Tout le monde sait accidentellement, de 26 ans, de façon atroce. Tout le pays était là, sauf le PDS. Ça, or, moi, j'étais avec eux partout quand ils allaient faire du présenter de condoléances. Et ça, je n'ai pas supporté ça. La deuxième chose, j'ai expliqué que lorsqu'on faisait des élections au niveau des députés, bon, je n'ai pas été consulté. Alors que je suis de Matam, ils ont choisi des personnes sans me consulter. La troisième chose, c'est que la direction actuelle du PDS prenait des gens au niveau du comité directeur qui sont de Matam, qui sont de chez moi. Je venais, je les trouvais là-bas sans m'informer. Donc je considérais qu'à partir de ce moment, qu'avec tout ce qui s'est passé, que je n'avais plus ma place là-dedans. Et j'ai décidé, en tant qu'homme politique bien sûr, de continuer à poursuivre ma lutte. Et c'est dans ce contexte que j'avais rencontré bien sûr le président Macky Sall. Qui vous a reçu et vous avez rejoint son parti, c'est ça? Non, je n'ai pas rejoint son parti, je ne suis pas de la PR. Mais on avait quand même décidé de travailler ensemble. Et à travers le mouvement que j'ai créé, qui regroupe beaucoup de syndicalistes, beaucoup de cadres, beaucoup d'enseignants, d'hommes d'affaires, et bien sûr beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves. Je pense qu'à partir de ce moment, j'ai décidé de travailler. Et bien sûr, en tant que mouvement indépendant. Vous n'avez pas été investi, par exemple, aux élections locales? Non, aux élections locales, nous avions tenu une réunion à la veille des élections locales pour dire que
nous souhaiterions participer à ces élections locales avec une orientation précise, partout où la mouvance présidentielle acceptait qu'on travaille avec elle dans une localité, on allait être dans leur liste. Et puis il y a partout au Sénégal, il y a des cas où nous les avons soutenus. Dans la plupart des cas, les responsables au niveau local n'ont pas voulu de nous. Par exemple, je prends le cas de Matam, j'étais avec Farba Ngom. On était d'accord pour travailler ensemble. Au dernier moment, ils ont publié des listes sans mettre mon nom, alors que c'était d'accord que je sois à la liste départementale. Mais également au niveau de ma communauté rurale, à la dernière minute, ils ont publié des listes sans mettre nos représentants. Et puis ça ne m'a pas empêché de les soutenir au niveau départemental. Mais au niveau de mon village, là, dans Thiari, les frustrations, les gens n'ont pas pu accepter ça. Ça fait qu'ils ont été battus dans le village. Mais je n'ai pas fait de campagne contre eux, je les ai appuyés ailleurs. Et je n'ai pas bougé du tout. C'est sûr? Non, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Je suis resté ici et je n'ai appelé personne. Mais parce que je considère que si j'avais fait une campagne active au niveau de Ogo et ailleurs, les résultats ne seraient pas comme ça. Mais quand même, j'ai préféré, moi, garder ma base, garder mes hommes, rester avec eux, les fidéliser et pour le futur. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Khalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale, professeur d'histoire moderne et contemporaine. Merci beaucoup. À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain.